Voilà un numérus, puis un radius et un cubitus. Un numérus est toujours articulé avec un radius et un cubitus, même si les formes sont différentes dans l'aile d'une chauve-souris, la nageoire d'une baleine, une patte de cochon, d'otarie ou le membre antérieur de l'homme. On voit bien un os articulé avec deux os. Pour connaître les degrés de parenté de plusieurs organismes, les scientifiques vont comparer leurs formes et pour cela, étudier les caractères homologues, c'est-à-dire les structures similaires. Ces similitudes constituent alors des hypothèses de base, encore appelées homologies primaires, qui permettront de construire un arbre illustrant les relations de parenté et de répondre ainsi à la question « Qui est plus proche de qui ?» Chez l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan, les vertèbres caudales sont redressées de manière à former le coccyx. Tous partagent, avec les gibbons, une absence de queue. En fait, il s'agit d'un caractère dérivé hérité d'un ancêtre commun. On l'appelle alors homologie secondaire. Il constitue donc un groupe, le clade des hominoïdes, séparé des singes à queue. Comment maintenant classer ces hominoïdes en comparant les espèces actuelles ? L'os maxillaire et l'os prémaxillaire, en se rapprochant, délimitent un canal nommé canal incisif. Ce canal incisif est très étroit chez l'orang-outan et chez l'homme seulement. Si les scientifiques ne regardent que ce caractère, ils peuvent faire l'hypothèse que c'est un caractère partagé par l'homme et l'orang-outan. Dans ce cas, l'homme et l'orang-outan seraient plus proches sur un arbre phylogénétique. Mais l'observation du registre fossile montre que chez l'homme, il y a eu un redressement du prémaxillaire qui porte les incisives, tandis qu'il est oblique chez les autres. Cela conduit à dire que l'étroitesse de ce canal incisif est une homoplasie, c'est-à-dire un caractère dérivé qui n'est pas hérité d'un ancêtre commun. Donc, si on ne se fonde que sur ce caractère, on aura une idée de son évolution, mais c'est la mise en parallèle de plusieurs caractères qui va permettre d'identifier les relations de parenté. Par exemple, les orbites des yeux des orang-outans sont plus hautes que larges, contrairement aux autres. Les orang-outans sont moins proches des hommes que ne le sont les chimpanzés ou les gorilles. Sur ces crânes, on constate que ces petits trous, ces foramens situés sous les orbites, sont plus éloignés chez le gorille que chez le chimpanzé et l'homme. Orang-outans et gorilles ont un squelette voûté, alors que les chimpanzés et les hommes sont davantage redressés. Toutes ces études et d'autres sur les gènes rapprochent le chimpanzé de l'homme. L'examen des fossiles permettrait d'affiner les relations de parenté. Mais pour le chimpanzé, on dispose de très peu de spécimens fossiles, pratiquement aucun, car les restes ne se fossilisent pas ou très mal dans un milieu forestier. La séparation d'avec l'homme a eu lieu il y a 7 millions d'années environ. Les chimpanzés ont évolué depuis. Aujourd'hui, il y a 2 espèces de chimpanzés aux comportements différents, les chimpanzés communs et les bonobos. Au sein de la lignée humaine, il est très difficile de faire un arbre phylogénétique depuis cette séparation. Si on regroupe tous les fossiles dont on dispose, on en est à une dizaine de genres et à une vingtaine d'espèces dans cette histoire buissonnante de la lignée humaine. On pense que les australopithèques ne forment pas un groupe homogène, et on sait maintenant que Homo habilis n'est pas l'ancêtre d'Homo erectus ni d'Homo sapiens. Reconstruire l'histoire d'un groupe est toujours un exercice complexe, mais dans le cas des hommes, s'ajoutent souvent des considérations non scientifiques.